Me voilà à nouveau devant vous pour vous parler du système de changement de vitesse électrique de Shimano. Au moment de la mise en ligne de ma première vidéo, je m'étais dit, si tu fais plus de 5000 vues sur un système aussi intime, il serait bon de faire une suite afin que plus personne n'ait de secret sur ce système révolutionnaire. Ce fut le cas. Il est donc maintenant temps de se remettre au travail. Dans la première vidéo, je vous avais parlé évidemment de la présentation du système. J'avais insisté sur les différents modes de fonctionnement et leur paramétrage. Ici, je vous parlerai plus particulièrement, après quelques compléments, du réglage mécanique du système complet, afin que le tout puisse marcher de façon harmonieuse et parfaite. Je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter maintenant les différents points abordés dans cette vidéo. Vous pourrez ainsi savoir si quelques-uns de ces points peuvent vous intéresser. Il faut savoir que cette vidéo suit une première que j'avais faite sur le Shimano Ultegra Di2. Et le but de cette deuxième vidéo est d'apporter quelques compléments et surtout de peaufiner les réglages mécaniques du Shimano. Évidemment, pour visionner cette vidéo, il est préférable d'avoir visionné la première et surtout de l'avoir mémorisée. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille d'aller y jeter ou rejeter un coup d'œil. Donc je commencerai par quelques compléments à propos du logiciel eTube pour paramétrer les modes multivitesse. Je vous parlerai d'une protection qu'a intégrée Shimano dans son nouveau système en cas de choc. Je vous ferai un petit retour d'expérience. Lorsque plus rien ne fonctionne, ça m'est arrivé, et je vous dirai quelques mots à propos de l'autonomie de la batterie après quelques milliers de kilomètres. Donc je commencerai par vous parler de la vérification de l'usure de la chaîne. Inutile de peaufiner des réglages si vous avez une chaîne hors d'usage. Je vous parlerai ensuite de la vérification de la patte de dérailleur. Même chose pour cet élément. Si vous avez une patte de dérailleur qui a subi des chocs, inutile d'aller chercher les réglages avant de réparer le problème. Je passerai donc ensuite au dérailleur arrière, où je vous parlerai du réglage de la butée sur le cadre, qui confirme le bon montage de votre dérailleur sur sa patte de dérailleur. Je vous parlerai de l'englobé du dérailleur, qui se règle avec une vis. Je vous parlerai évidemment des deux butées haute et basse, qui se règlent également par des vis. Et j'en arriverai, mais j'en avais déjà parlé dans la première vidéo, à l'alignement des molettes par rapport à la cassette. Et ce réglage se fait électroniquement. Je vous parlerai ensuite du dérailleur avant. Premier réglage, évidemment, on règle la hauteur du dérailleur, le parallélisme du dérailleur par rapport au plateau. Réglage de la butée haute, ici pas de butée basse. Et je vous parlerai également donc du réglage électronique de la position du guide lorsque je suis sur le petit plateau ou lorsque je suis sur le grand plateau. Je vous parlerai aussi des poignées de frein et poignées de levée de vitesse. Deux petites vis permettent deux réglages que l'on ne fait jamais d'ailleurs. Le premier concerne le réglage de la course, donc qui consiste à rapprocher les poignées du guidon, utile pour ceux qui ont les petites mains.
et du réglage de l'attaque des plaquettes qui peut être aussi un bon moyen de s'en sortir lorsqu'on a un problème au moment des changements de plaquettes. J'aurais pu vous parler également de la purge des freins, mais il existe des superbes vidéos sur YouTube, donc je ne rajouterai pas ma pierre à l'édifice et je vous conseille d'aller les visionner. Voilà pour le sommaire, à vous de choisir. Tout d'abord, deux petits compléments à la première vidéo et deux retours d'expérience. À propos du logiciel eTube, fourni par Shimano pour configurer notre système DI2, dans la première vidéo, je ne vous avais pas parlé du paramètre de réglage du mode multivitesse. Ce mode multivitesse, c'est la possibilité que nous avons de passer à la volée des vitesses en gardant appuyés les leviers sur la poignée droite. Donc, pour accéder à ces paramètres, on commence par cliquer sur Personnaliser. Ensuite, tout en bas, on trouve le mode Réglage du mode multivitesse. À partir de là, un tableau informatif vous présente les différentes vitesses possibles pour le passage à la volée. Donc, par défaut, le réglage est fixé sur normal. Vous avez deux positions plus rapides ou deux positions plus lentes. Évidemment, on peut être tenté de passer au mode rapide ou au mode très rapide. Mais attention, qui dit mode rapide pour le déplacement du dérailleur implique également une rotation rapide des pédales. Personnellement, j'utilise ce mode de changement de vitesse à la volée lorsque j'arrive à un feu rouge ou lorsque j'arrive à un stop pour pouvoir repartir plus facilement. Donc dans ces conditions, je n'ai pas envie de pédaler rapidement. C'est pour cela que j'ai gardé le mode normal qui me convient très bien. En tout cas, vous avez la possibilité, si vous préférez avoir des passages à la volée plus rapides, ici, vous avez la possibilité de changer la vitesse de déplacement du dérailleur. Vous pouvez également limiter le nombre de pignons que votre système va changer lors d'un passage à la volée. Donc vous pouvez lui demander de ne passer que 2 vitesses à la fois ou 3 vitesses à la fois ou pas de limite. Personnellement, je l'ai conservé sur pas de limite. Voilà, c'était le dernier des paramètres que l'on pouvait paramétrer avec le logiciel eTube. Sur son nouveau dérailleur Ultegra DI2, Shimano a intégré un système de protection en cas de choc violent sur le dérailleur. En cas de choc violent, le système va se mettre en stand-by. Plus rien ne fonctionnera. On aura ainsi l'impression d'avoir tout cassé. Pourquoi ce système? Parce que en cas de chute, si vous pliez la patte de dérailleur et que vous continuez à utiliser le dérailleur comme si de rien n'était, si la patte s'est pliée vers l'intérieur, lorsque vous demanderez au dérailleur de passer sur le gros pignon, il y a de fortes chances que le guide
des molettes viennent se prendre dans les rayons. Et là, je vous laisse imaginer les dégâts. Roues abîmées, des railleurs carrément inutilisables, donc que du mauvais. Donc pour cela, il ne vous reste plus qu'à vérifier que rien n'est gravement endommagé, vérifier que la patte n'est pas pliée, que le guide molette ne passe pas trop près des rayons. Et pour remettre le système en route, il suffit d'appuyer très longuement sur le bouton du pupitre pour retrouver un fonctionnement normal du DI2. Inutile de passer chez le mécanicien. Par contre, des vérifications très minutieuses sont à faire avant de remettre en route le système. Un petit retour d'expérience qui peut rendre service à pas mal de monde. Le vélo était pratiquement neuf, quelques sorties, et soudain, plus rien ne fonctionne. Plus aucune réaction des manettes. Je ne vous dis pas le stress. Je vérifie les connexions visibles. Rien ne se passe. Je vais donc jusqu'à la batterie, qui est pour moi placée dans le tube de sel. Je vérifie la connexion entre le fil et puis la batterie. Et en touchant la connexion, j'entends un petit bruit rassurant au niveau du système. Je force un peu plus, le fil pénètre d'1 millimètre dans la batterie et tout redevient normal. Certainement, les vibrations avaient joué un rôle dans ce problème où le montage du départ n'avait pas été assez appuyé. Voilà. Si un jour ce phénomène vous arrive, vous saurez quoi faire. En tout cas, cela peut être une solution. Au niveau de la batterie, il faut savoir que je roule dans une région bien vallonnée et que je passe mes vitesses très souvent. J'ai consommé les 25 premiers pourcents de la batterie en 3000 km et les 25% suivants en 1000 km. Dans ces conditions, je pense avoir sans souci une autonomie de plus de 5000 km. Vous avez remarqué que je roule en mode automatique. Première des choses à faire, la vérification du bon état de la chaîne. Avant d'entreprendre tout réglage au niveau mécanique ou électrique du système DI2, il est essentiel de contrôler l'état de sa chaîne. Certains vous diront qu'une chaîne peut tenir 3000 km, d'autres vous diront 6000 km. Évidemment, l'état d'usure de la chaîne dépend énormément des conditions d'utilisation et surtout de la condition physique du cycliste. Plus il développera de puissance, plus l'usure sera importante. Donc pour contrôler l'état de la chaîne, l'idéal est d'utiliser un petit outil qui coûte quelques euros et qui peut vous rendre également de grands services. Si vous changez la chaîne trop tôt, évidemment, vous perdez de l'argent. Une chaîne Ultegra coûte entre 40 et 50 euros. Si vous changez trop tard la chaîne, c'est encore plus grave, puisque la cassette va s'user, les plateaux vont s'user également exagérément. Du coup, il faudra tout changer peut-être pour retrouver un système avec un fonctionnement correct. Donc un outil comme ceci s'utilise très facilement. On place une des dents dans le trou de la chaîne
Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, vous avez 3 témoins qui vous indiquent l'état d'usure de la chaîne. Si le premier témoin ne rentre pas, votre chaîne est en parfait état. Si le premier témoin rentre, cela vous indique que la chaîne commence à s'user et qu'il est temps de commander une nouvelle chaîne. Si vous arrivez à descendre jusqu'au deuxième témoin, je pense qu'on peut en conclure que la chaîne est à changer sans attendre. Évidemment, avec cet outil, on ne mesure que l'allongement de la chaîne. Mais il faut savoir que si une chaîne s'allonge, également, elle perd en rigidité transversale. Et lorsque les molettes vont demander à la chaîne de se déplacer vers la droite ou vers la gauche, eh bien, la chaîne ne va pas répondre instantanément. Donc, vous aurez toujours un retard au passage des vitesses. Cet outil également comporte 2 oreilles, ici et là, qui vous permettent de maintenir votre chaîne lorsque vous travaillez dessus, soit pour monter ou démonter un maillon rapide, soit pour river ou dériver la chaîne si vous n'utilisez pas de maillon rapide. Voilà l'outil monté. Et vous voyez que maintenant, si j'ai à intervenir sur cette partie de la chaîne, je peux le faire beaucoup plus facilement. Vient ensuite la vérification du bon état de la patte de dérailleur. À propos du contrôle de la patte de dérailleur et du dégauchissage, j'aimerais vous faire part d'un petit truc que j'ai lu dans une revue vélo. Normalement, pour régler une patte de dérailleur, on a besoin d'un appareil spécifique vendu une cinquantaine d'euros. Si nous n'avons pas ce dispositif, le truc consiste à utiliser une ancienne roue de vélo équipée au niveau de la fixation d'un filetage, comme celui-ci. Moi, j'utilise une vieille roue de VTT. Donc, il suffit évidemment de démonter le dérailleur, de le fixer au cadre avec une élastique pour ne pas qu'il nous gêne lorsqu'on fera tourner la roue, et de fixer à sa place le filetage provenant de l'axe de la roue de VTT. Personnellement, j'utilise également l'ancien écrou qui servait à bloquer la roue. Je l'utilise comme un contre-écrou afin d'annuler les jeux au niveau du filetage entre l'axe et la patte de dérailleur. Il suffit ensuite de mettre une petite vis avec son écrou dans le trou de la valve comme repère et de mesurer la distance qu'il y a entre la roue et la vis. Personnellement, je prends la distance entre le pneu et la petite tige filetée, donc ça me permet d'avoir une mesure. Je recommence cette mesure en bas, à droite, à gauche, et évidemment, les 4 mesures doivent être égales. Si ce n'est pas le cas, on peut se servir de la roue pour détordre la patte de dérailleur et retrouver ainsi une patte en parfait état de fonctionnement. Inutile de forcer comme un âne sur la roue lors du redressage, la patte est très souple et le réalignement se fait très facilement. Avec un peu de patience, on y arrive très facilement. Est venu le moment de s'intéresser au dérailleur arrière. Avant d'intervenir sur le dérailleur arrière, il est bon de vérifier que le jeu entre la patte de dérailleur et le dérailleur est nul. C'est-à-dire que le dérailleur est monté en butée sur la patte de dérailleur. Ce jeu ici, manifestement, n'est pas nul. Pour le régler et que la butée
viennent en contact avec la patte de dérailleur. Il suffit de débloquer la vis de fixation du dérailleur. La chaîne tirant le dérailleur vers le bas, eh bien le dérailleur vient en buter contre la patte de dérailleur. Et il suffit ensuite de revisser cette même vis. On peut contrôler que le jeu est maintenant nul. Et le réglage du dérailleur arrière peut commencer. Évidemment, pour faire cette opération, le démontage de la roue est préférable. Pour régler la vis de vitesse basse, on place donc la chaîne tout à gauche sur le gros pignon et on vient mettre en butée cette vis avec une clé 6 pans de 2 mm. Je conseille, une fois la vis embutée, de dévisser d'un demi-tour afin de laisser un léger jeu et ainsi ne pas contrarier le travail du dérailleur. Pour le réglage de la vis H donc pour haute vitesse, on place donc la chaîne tout à droite sur le petit pignon et on vient mettre en butée cette vis sans forcer. Comme pour la vis low, je conseille de dévisser cette vis d'un demi-tour après l'avoir mise en butée. Ainsi, on est sûr que le dérailleur ne sera pas contrarié dans son mouvement au niveau du passage de vitesse. Avant de passer au dérailleur avant, un petit mot encore sur les vis de butée haute et basse vitesse. D'origine, sur mon vélo, ces vis étaient complètement dévissées et pourtant tout marchait correctement. Je pense que ces vis sont beaucoup moins utiles sur les dérailleurs électriques que sur les dérailleurs mécaniques, puisque ce n'est pas nous qui passons les vitesses, qui forçons sur les galets, c'est l'électronique. Donc ces vis seront peut-être utiles si un jour mon dérailleur commence à avoir des problèmes de fonctionnement, s'il veut aller trop loin sur la gauche ou sur la droite. Par contre, si vous êtes compétiteur et que vous désirez saboter le vélo de vos concurrents les plus directs, évidemment, en serrant l'une de ces deux vis, ou même les deux, évidemment, vous risquez de les éliminer directement. Si vous bloquez la vis H à fond, les petits pignons ne seront jamais atteints. Si vous bloquez la vis low, ce seront les gros pignons qui ne seront jamais atteints. Il faut savoir que vous n'allez rien détériorer, puisque le système va détecter un blocage sur les petits pignons ou sur les gros pignons et n'insistera pas, et il conservera la position de la chaîne au moment de la demande du changement de vitesse. Évidemment, je ne vous ai rien dit. Une vis chromée, celle-là, présente sur le dérailleur, permet de régler ce que l'on appelle l'enrobé. L'enrobé correspond à la distance que l'on a entre les dents de la molette et les dents de la cassette. Cette distance, au plus proche, doit être à peu près d'1 cm. En vissant la vis chromée, on réglera cette distance. Évidemment, si la chaîne était démontée, la mesure de la distance serait beaucoup plus facile. Les réglages mécaniques étant faits, il est temps de passer au réglage de la partie électrique du dérailleur, qui va consister donc à aligner parfaitement les molettes par rapport à la cassette. Ce réglage doit se faire obligatoirement, de toute manière,
lorsque l'on change de roue ou lorsque même on change de cassette. Donc j'ai appuyé sur le petit bouton du pupitre jusqu'à éclairage de la LED rouge. Je me suis placé sur le 5e pignon. Beaucoup de gens parlent de 6e pignon, moi le premier dans ma première vidéo, mais si l'on suit les consignes Shimano, il propose de choisir le 5e pignon. Et je vais déplacer par des micro-impulsions la chaîne sur l'intérieur du vélo jusqu'à entendre voilà, le frottement de la chaîne sur le pignon numéro 4. Une fois que j'entends ce frottement, je vais descendre de 4 positions vers l'extérieur du vélo. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Théoriquement, les molettes sont parfaitement positionnées par rapport à la cassette. Évidemment, je rappuie sur le bouton du pupitre pour sortir du mode réglage et je vérifie que toutes mes vitesses passent correctement. Passons maintenant au dérailleur avant. Le premier réglage à effectuer sur le dérailleur avant consiste à régler la hauteur du dérailleur, ou plus exactement la hauteur du guide chaîne par rapport au plateau. On agit donc sur la vis chromée ici pour débloquer le dérailleur et on s'arrange à ce que la distance entre les dents et le guide chaîne soit comprise entre 1 et 3 mm. Franchement, c'est pas beaucoup. D'origine, sur mon vélo, la distance était de l'ordre de 8 à 10 mm. Tant qu'à faire, avant de serrer, on vérifiera que le guide chaîne est le plus parallèle possible au plateau. Si le réglage du parallélisme entre le guide chaîne et le plateau n'est pas parfait, souvent d'ailleurs lorsque l'on bloque la vis chromée, le dérailleur a tendance à tourner légèrement, modifiant ainsi le parallélisme. Rien n'est perdu. Shimano a prévu une toute petite vis, très difficile à repérer. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai laissé en place ma clé 6 pans de 2 mm, située au fond du dérailleur, à ne pas confondre évidemment avec la vis de butée haute dont on parlera tout à l'heure. En tournant cette vis, vous remarquerez que le dérailleur tourne sur lui-même et ainsi vous pouvez parfaitement affiner le réglage du parallélisme. Cette vis est vraiment très difficile à repérer. Le moment est venu maintenant de régler la butée haute. Contrairement aux dérailleurs mécaniques, ici il n'y a qu'une seule butée, pas de butée basse. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, j'ai positionné ma chaîne sur le grand plateau et en tournant cette vis, que vous pouvez repérer facilement sur la vidéo puisque j'ai laissé ma clé 6 pans de 2 mm en place, en tournant cette vis, vous allez régler la distance ici entre le guide chaîne et la chaîne de telle sorte à avoir un jeu compris entre 0,5 et 1 mm. Jeu très faible, mais ce sont des jeux recommandés par Shimano. Les réglages
mécanique étant effectuée, il nous reste maintenant à régler la partie électrique. Donc pour cela, j'ai placé ma chaîne sur le plus gros pignon. J'ai appuyé assez longuement sur le bouton du pupitre pour que la LED rouge s'allume et donc que je rentre en position de réglage. Et en agissant sur les leviers de la poignée gauche, par des micro-impulsions, je vais m'arranger à ce que le jeu entre le guide-chaîne et la chaîne soit compris entre 0 et 0,5 mm. Jeu une fois de plus très faible, mais recommandé. Donc ainsi, je vais régler la position du guide-chaîne par rapport au petit plateau. Pour finir, il nous reste à régler le jeu entre le guide-chaîne et la chaîne lorsque la chaîne est placée sur le gros plateau. Donc, comme pour le petit plateau, j'ai placé ma chaîne sur le gros pignon. J'ai appuyé longuement sur le petit bouton pour passer en phase de réglage et par des micro-impulsions sur la poignée gauche, je vais déplacer le guide-chaîne pour obtenir à l'intérieur, entre la chaîne et le guide-chaîne, un jeu compris entre 0 et 0,5 mm. Là aussi, ce jeu est très faible, mais c'est ce qui est recommandé. Et pour finir, deux réglages fort utiles sur les poignées de frein. Au niveau des poignées, deux réglages sont possibles. Premier travail, il nous faut démonter la partie avant du couvre-poignet. Après cela apparaissent deux vis. La première, la plus visible, celle-ci, nous permet de régler la position de la poignée par rapport au guidon. En dévissant cette vis, on va rapprocher la poignée du guidon. Entre les deux positions extrêmes, on arrive à gagner 5 mm. La deuxième vis, qui elle est encore plus difficile à voir, pour cela j'ai d'ailleurs laissé en place ma clé 6 pans de 2 mm. Cette vis-là permet de régler l'attaque des plaquettes. Lorsque la poignée a trop de courses, principalement quand les plaquettes ont commencé à s'user, en vissant cette vis, on arrive à diminuer l'attaque des plaquettes. De ce fait, l'action sur les freins sera plus rapide. Un petit mot supplémentaire à propos des plaquettes. D'origine, la vis d'attaque des plaquettes était complètement dévissée sur mon vélo, ce qui signifie que les plaquettes étaient le plus rapprochées possible. Lors du changement de plaquettes, il se peut que j'ai du mal à monter les nouvelles, ou peut-être que lorsque je roulerai, les plaquettes toucheront le disque malgré un réglage précis des étriers. Donc, grâce à cette vis, je pourrai écarter les plaquettes neuves et ainsi retrouver un fonctionnement correct. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée. Après plus d'une heure de visionnage sur les deux vidéos, j'espère que le système de changement électrique de Shimano, Ultegra Di2, n'a plus aucun secret pour vous. Avant de vous quitter, un petit mot sur ma façon de procéder. Car vous vous en doutez, je n'ai pas découvert tout cela par hasard. Pour ma première vidéo, je me suis contenté de visionner, de revisionner les vidéos disponibles sur YouTube, traitant des différents aspects séparément du système. Je me suis contenté donc de compiler tout ça
et d'en faire une seule. Pour ma deuxième vidéo et pour aller un petit peu plus loin, j'ai lu, relu, re-relu d'ailleurs, les documentations disponibles sur le site de Shimano. Vous vous en doutez, cela m'a pris pas mal de temps et j'ai donc décidé d'en faire profiter le plus grand nombre. Je vous souhaite de bonnes balades, soyez prudents.